DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton tango ekoki oyoyo tango ango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord, signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à 2 dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région.
Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire. C'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes Ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu, il y a quelques semaines, une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps
à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kassangoulou et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Tshikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèles à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur.
Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable. Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part. Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Un tournant diplomatique majeur. Pour mieux comprendre les enjeux de cet accord, les conditions de sa mise en œuvre et la vision du gouvernement congolais pour la paix durable, nous recevons Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accorder cette entrevue exclusive à la radio-télévision nationale congolaise. Merci à vous. Avec toute votre équipe, on peut dire que vous avez été diplomatiquement décisive au sujet de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. La résolution 2773 en est le prélude. Aujourd'hui, vous venez d'apposer votre signature sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Quels sont vos sentiments? Tout d'abord, un sentiment de gratitude pour la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu placer en ma personne, mais aussi toute l'équipe qui m'a accompagnée et qui a contribué justement aux efforts qui ont culminé aujourd'hui à la signature de cet accord. Mais en même temps, évidemment, en tant que membre du gouvernement, un sentiment d'une responsabilité profonde, vu la portée historique de cet accord et la responsabilité qui nous
incombe à nous, en tant que membres du gouvernement, en tant que représentants de la République démocratique du Congo, de nous assurer que cet accord va se traduire en une paix concrète et tangible pour des millions de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord devait être entériné ultérieurement par les chefs d'État des pays signataires. On connaît tout le poids que les États-Unis ont mis dans son aboutissement. Avez-vous obtenu de Washington des garanties que cet accord sera exécuté dans son intégralité par toutes les parties? Alors tout d'abord, il faut souligner que l'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord contraignant pour toutes les parties signataires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous et des téléspectateurs ont eu l'occasion de suivre aussi la prise de parole du président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui lui-même a affirmé à 2 reprises que les États-Unis d'Amérique allaient tout faire pour s'assurer justement que cet accord soit respecté par toutes les parties prenantes. Donc je pense en effet que nous sommes dans une dynamique extrêmement constructive avec un partenaire qui est aussi déterminé que la République démocratique du Congo de voir cet accord se matérialiser et ce de manière rapide, de manière tangible et de manière durable. Justement, lors de la conférence de presse aujourd'hui au bureau ovale avec le président Trump, j'ai une question sur le désengagement qui a été posée durant cette conférence et c'est par rapport à la position du Rwanda. Pendant la conférence de presse du président Trump, le ministre rwandais des Affaires étrangères a semblé affirmer que le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo est subordonné à la neutralisation des FDLR, on comprend les forces démocratiques de libération du Rwanda. Même si le président Trump a recadré la réponse du ministre rwandais, que dit l'accord à ce sujet? L'accord est très clair. Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a 2 volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces 2 volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des 2 pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des 2 pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale. Madame la ministre, beaucoup d'eau a coulé sur le pont avant la conclusion de cet accord. C'est d'ailleurs ici le lieu de féliciter justement l'engagement des États-Unis, mais aussi d'autres partenaires comme médiateurs dans cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On pense notamment au Qatar, à l'Angola et au Kenya, pour ne citer que ces pays. Cependant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer une paix obtenue au prix du bradage des minerais stratégiques de la République démocratique du Congo au profit des États-Unis. Que répondez-vous à ce genre de propos? Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement
que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo. Et donc nous devons voir cela de manière séquentielle. Et la première séquence pour toute économie qui veut être prospère, c'est d'abord la paix. C'est d'abord l'autorité de l'État. Et c'est ce que cet accord établit et a pour objectif. Après, évidemment, on peut se pencher sur des questions d'investissement, sur des questions économiques qui ont tout à fait leur lieu d'être et qui ont tout à fait leur pertinence, étant donné qu'elles offrent aussi pour nos populations des opportunités d'emploi et des opportunités de participer de manière plus active à l'économie du pays. Excellence, l'opinion nationale congolaise et même internationale a beaucoup spéculé sur les retombées de cet accord. À quoi peut s'attendre véritablement la République démocratique du Congo à court et moyen terme? Alors, encore une fois, moi, je pense que nous venons à peine de signer cet accord il y a quelques heures. Donc, je pense que dans les prochains jours, nous allons aussi tous, surtout le grand public, aura l'occasion de lire l'entièreté de cet accord qui est aussi accessible de manière libre sur différents sites, à commencer par le site du département d'État. Et justement, la lecture va montrer à quel point cet accord pose les jalons importants pour un rétablissement de l'autorité de l'État, pour aussi un rétablissement d'une confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous savons évidemment que nous allons toujours être des voisins, donc cet accord est critique pour aussi voir comment entre voisins, nous pouvons graduellement améliorer nos relations. Nous pouvons prendre en compte les considérations ou les préoccupations sécuritaires des uns et des autres et nous pouvons justement créer des conditions propices à une cohabitation plus pacifique. Alors en termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Et pour nous, c'est justement la question que nous avons toujours placée au centre de nos négociations. Comment créer à travers cet accord des conditions plus dignes pour nos populations qui ont été et qui continuent à vivre jusqu'à présent dans une situation d'occupation. Et donc pour nous, ce sont les retombées les plus importantes. Le départ de troupes étrangères qui n'avaient rien à chercher en République démocratique du Congo, le retour de l'accès humanitaire, la réouverture des aéroports et aussi évidemment le retour de l'autorité de l'État. Parlons des piliers de cet accord de paix, des engagements des uns et des autres. Quand l'accord parle du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ou encore d'une intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, il est important de clarifier ces deux concepts afin d'apaiser les Congolais sur les malentendus qui peuvent être mal interprétés. Que devrait-il retenir en gros de ces engagements-là, de ces deux piliers qui font partie de cet accord de paix? Tout à fait. Le respect de l'intégrité territoriale, c'est un des piliers de la coexistence pacifique entre les États. Cela veut dire que nos frontières qui existent, qui sont reconnues internationalement, ne peuvent pas être violées pour quelconque raison. Et donc ça, c'est un principe sur lequel nous sommes revenus de manière continue dans tous nos efforts diplomatiques justement pendant les derniers mois, les dernières années, pour démontrer qu'il y avait en effet une violation de notre intégrité territoriale. Le deuxième point, là où il s'agit justement de cette intégration conditionnelle et d'éventuels membres ou ex-membres de groupes armés, il est très important d'entrer dans le détail de l'accord qui parle justement du fait que l'intégration, si intégration il y aura, se fera au cas par cas. Nous avons tiré les leçons du passé.
nous avons appris de nos erreurs, des erreurs dans lesquelles nous avons traité tous les membres ou tous les ex-membres de groupes armés comme un groupe homogène. Or qu'il y a des nuances. Il y a certains qui ont eu des responsabilités, il y a certains qui ont pris des décisions et ces décisions ne peuvent pas être juste oubliées comme si de rien n'était. Encore une fois, nous, en tant que gouvernement congolais, avons un devoir de redevabilité envers notre population. Et nous devons nous assurer justement de ne plus créer des situations dans lesquelles le comportement violent à l'égard de nos concitoyens est récompensé ou est juste effacé comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que nous parlons d'une intégration conditionnelle. C'est pour cela que nous parlons d'une analyse au cas par cas, pour nous assurer justement que nous tenons compte de la trajectoire, si vous voulez, des individus, des décisions et des actes qu'ils ont posés ou qu'ils n'ont peut-être pas posés. Et donc que nous donnons à cet effet justement une plus grande chance à la paix et à la stabilité en tenant compte de ces responsabilités individuelles. Plusieurs fois, le Rwanda a justifié ses multiples incursions en République démocratique du Congo sous divers prétextes, en dépit des accords et des cadres de concertation existants. On sait fondamentalement qu'il existe des velléités expansionnistes et des raisons économiques derrière cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. Quelles sont les garanties que le président rwandais Paul Kagame va s'y conformer? Et dans la même foulée, je pourrais dire, quelles seraient les sanctions prévues en cas de non-respect de cet accord? Bon, l'accord ne prévoit pas un catalogue, si vous voulez, de sanctions explicites qui dit si tel article n'est pas respecté, voici la conséquence. Mais en même temps, encore une fois, n'oublions pas que nous avons signé cet accord avec ou sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Donc un pays qui quand même a pris la décision de mettre tout le poids de son appareil diplomatique derrière ce processus de paix. Et ça pèse énormément. Ça veut dire que nous avons aussi une garantie justement de savoir que ce facilitateur, mais aussi ce champion de l'accord, sera prêt à le défendre quand il y aura des violations de l'accord. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous réconforte justement dans notre détermination de nous assurer que nous allons honorer nos engagements, mais aussi dans notre certitude que ceux qui ne vont pas le faire seront responsabilisés par les États-Unis d'Amérique, déjà en tant que facilitateur du processus, mais aussi à travers les mécanismes qui seront mis en place pour superviser la mise en œuvre de cet accord. Et donc, il y aura une transparence aussi par rapport à la conformité, si vous voulez, des comportements des uns et des autres vis-à-vis de l'accord. Et ce sont les éléments sur lesquels nous concentrons justement quand nous pensons à la mise en œuvre de cet accord. Le poids politique des États-Unis d'Amérique, mais aussi les mécanismes de suivi et d'évaluation qui sont mis en place à travers cet accord, la vérité, pour établir les faits et constater la conformité du comportement des uns et des autres avec ce que l'accord prévoit. Si l'accord de paix jette les bases d'un apaisement politique et sécuritaire, il apparaît qu'il reste silencieux sur la reconnaissance des victimes du conflit et sur les voies de justice et de réparation envisageables. Alors, dans quelle mesure le gouvernement congolais entend-il intégrer cette dimension, que ce soit à travers la justice nationale, les mécanismes régionaux comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou en coopération avec des institutions internationales? Alors, je pense que c'est une question tout à fait pertinente et vous savez, le président de la République a toujours été très clair sur la question de l'impunité, sur la question aussi de la réhabilitation de plusieurs victimes de guerre, y compris justement les plus récentes. Et donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo est très conscient du fait que la question de l'impunité, la question des survivants et survivantes doit être aussi au cœur de toute reconstruction, de toute réhabilitation de nos communautés qui ont été meurtries par ces années de conflit. Maintenant, le fait que la question de la justice n'ait pas une position aussi centrale ou aussi visible dans l'accord, on vient de parler de la question justement de l'intégration conditionnelle. Donc je pense que là, il y a un élément de l'impunité déjà ou de la lutte contre l'impunité qui est
inclus de manière implicite, mais le fait que cet accord n'en parle pas de manière aussi explicite, encore une fois, ne veut pas dire que c'est une question qui ne peut pas être abordée du tout. Et donc, vous l'avez évoqué par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons aussi eu une percée très importante au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Donc, on voit que un accord n'existe pas dans un vide. Il existe dans un écosystème, si vous voulez, d'efforts complémentaires qui contribuent à bien asseoir justement la mise en œuvre de cet accord. Et la question de la justice, je pense qu'elle justement accompagne cet accord de manière très importante et de manière aussi très soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo.